en 1645, dans le froid Pierrequant. D'un manoir du Somerset, un adolescent de 18 ans observe un flacon bouillonner. Robert Boyle pressent-il déjà les secrets de la matière? Pourquoi ces premières étincelles chimiques, issues d'un laboratoire de fortune, allumeront-elles un feu qui dévorera son âme jusqu'à l'ombre finale, comme un corpuscule en ébullition éternelle? Envisionnez-vous, lecteur curieux, arpentant les allées boueuses du domaine de Stalbridge, ce manoir élisabétain, aux murs de pierre grise, lézardé par les hivers anglais, incessants et impitoyables. En ce printemps frisquet de 1645, où l'air porte l'odeur terreuse des terres labourées récemment, et de la tourbe humide brûlée dans les cheminées monumentales pour chasser le froid qui s'infiltre par les fissures des volets. Les cloches de l'église paroissiale sonnent l'office vespéral, un tintement grave et mélancolique qui vibre contre les façades crénelées du village. Tandis que les vents du Somerset, ces rafales salines remontant de la côte du Devon, chargées d'embruns atlantiques, fouettent les haies vives et courbent les branches des chênes centenaires comme des supplications au ciel voilé. Vous poussez la porte massive du pavillon d'invités, ses gonds de fer forgé, grinçant comme un soupir réprimé par la brume matinale, et pénétrez dans une chambre aux lambris de chêne sombre, tapissée de livres reliés en veau craquelés par l'humidité persistante, où Robert Boyle, frêle adolescent de 18 ans, les yeux bleus fiévreux sous une perruque naissante et mal ajustée, vêtu d'un doublet de laine grise usé au coude et d'une chemise empesée blanche, symbolique d'une noblesse irlandaise exilée par les troubles sanglants de la guerre civile, se penche avec une fascination presque hérétique sur un petit creuset de terre, cuite posée sur un réchaud à esprit de vin frémissant. Sa plume d'oie, trempée dans un encrier d'étain poli au reflet terni, glisse sur un cahier vierge aux pages ivoirines, le 12 avril 1645. Le sel de tartre chauffé à blanc dans le creuset libère un fumet âcre et âpre, transformation naissante, où le solide s'élève en vapeur comme une âme libérée de sa prison matérielle. Chaque mot tracé semble invoquer les forces invisibles de la matière. Un rituel silencieux dans l'ombre d'un monde déchiré par les canons de la rébellion irlandaise. Ce n'était point un jeu d'enfant oisif, un divertissement futile pour un fils cadet d'une famille aristocratique décimée par les massacres de 1641 en Irlande, où les catholiques gaéliques avaient été massacrés par les forces protestantes de son propre père, mais le premier murmure d'une vocation alchimique, forgée dans l'acier trempé des épreuves familiales et des exils forcés. Né le 25 janvier 1627 à Lismore Castle, comté de Waterford, en Irlande anglaise sous le règne troublé de Charles Ier, Robert Boyle était le 14e enfant du grand Richard Boyle, premier comte de Cork, un administrateur colonial impitoyable et calculateur qui avait amassé une fortune colossale en terres confisquées aux catholiques gaéliques lors des plantations élisabéthaines, transformant les vallées verdoyantes du Munster en domaines productifs de blé et de bétail, et de Catherine Fenton, une dame de compagnie protestante élevée à la cour de la reine Anne Boleyn, dont la piété réformée imprégna l'enfance du jeune Robert d'une austérité calviniste stricte et intolérante. Orphelin de mère à 4 ans, élevé par des précepteurs puritains dans l'austérité glaciale de Lismore, ces tours médiévales aux murailles épaisses dominant la rivière Blackwater, aux eaux tourbeuses murmurant des légendes celtiques réprimées par les hymnes psalmodiés, Boyle avait fui l'Irlande en 1642 pour l'Angleterre continentale, fuyant les massacres orchestrés par Oliver Cromwell qui décimait les catholiques comme des herbes folles sous la faux de la Réforme, des scènes de villages incendiés et de rivières rougies par le sang qui hantaient en ces nuits comme des visions apocalyptiques.
À Stalbridge, manoir familial acquis par son père en 1636 pour 10 000 livres comme refuge contre les intrigues de la cour, il trouva un isolement studieux et propice à la contemplation, nourri de lectures interdites et clandestines. Les traités hermétiques de Paracelse sur les tria prima, sel, soufre, mercure comme principes essentiels de la création, et les visions corpusculaires de René Descartes, ces atomes invisibles et indestructibles dansant dans le vide cartésien comme des âmes en exil éternel, des idées qui germaient dans son esprit comme des graines empoisonnées dans un jardin puritain, l'odeur âpre de l'esprit de vin, flambant, piquante et enivrante comme un vin maudit, emplissait la pièce confinée, tandis que la flamme bleue dansait sur les parois irrégulières du creuset, projetant des ombres mouvantes sur les volumes empilés en piles précaires. De Occulta Philosophia d'Agrippa de Nettesheim, interdit par l'Église anglicane comme ouvrage de sorcellerie, et les dialogues de Galilée, smugglés de Florence par un marchand vénitien, leurs pages cornées témoignant de lectures fiévreuses sous la lueur d'une bougie. À 18 ans, isolé par la guerre civile qui ravageait l'Angleterre comme une peste morale, les royalistes de Charles Ier contre les parlementaires de John Pym, avec des batailles comme Edge Hill en 1642 résonnant encore dans les gazettes clandestines apportées par des messagers à cheval. Boyle transforma la solitude en alambic personnel, un sanctuaire où les corpuscules dansaient au rythme de ses expériences primitives. Ses premiers essais, consignés dans un carnet relié de cuir noir, retrouvé dans les Boyle Papers et analysé par Hunter, étaient des explorations empiriques et tâtonnantes. Le vinaigre distillé sur le fer roule produit un effervescent gazeux, corpuscules libérés de leur prison métallique, comme des âmes échappant au jugement. Influencé par les voyages éducatifs de 1641-1644 en Suisse et en Italie. Genève avec ses théologiens réformés, Florence avec ses académiciens du Cimento et leurs pompes à air primitives, où il avait fréquenté les cercles savants et discuté avec Pierre Gassendi des atomes épicuriens comme fondement d'une physique chrétienne. Il rejetait déjà les 4 éléments aristotéliciens pour une matière primordiale homogène, mais gardait secret son attrait pour l'alchimie opérationnelle. Des tentatives timides de dissolution, où un métal plongé dans l'aquafortis libérait des vapeurs corrosives et acides. Odeur acide et suffocante, comme un reproche divin, pour celui qui osait défier les frontières de la création. La lumière pâle d'une bougie de cire d'abeille, goûtant sa suie noire sur le chandelier d'argent familial hérité de Lismore, illuminait ses équations rudimentaires. Pression P proportionnelle à 1 volume SA pour les gaz confinés. Une intuition naissante sur les propriétés élastiques de l'air, mais entrelacée à des notes ésotériques et cryptiques. Le mercure philosophique, principe de vie. Peut-il guérir la peste bubonique qui hante les ruelles de Londres? Hanté par l'épidémie de 1636 qui avait fauché sa sœur Catherine à Dublin. Un deuil qui imprégnait ses nuits de cauchemars où des corpuscules noirs dansaient comme des démons. Le miracle, ou plutôt la tentation irrésistible, frappa en été 1645, lors d'une nuit sans lune où le silence du manoir était seulement brisé par le craquement des poutres anciennes se contractant dans le froid comme un avertissement spectral. En chauffant du camphre dans un flacon, scellé par un bouchon de liège enduit de cire d'abeille, il observa une dissolution totale en liquide volatile, puis une recristallisation parfaite à refroidissement. Le cristal reformé plus pur et translucide qu'à l'origine. La forme s'efface dans l'esprit de vin, mais l'essence persiste, inviolée comme l'âme immortelle, griffonna-t-il, le cœur battant comme un piston de forge, préfigurant ses expériences plus rigoureuses sur la conservation de la matière dans The Sceptical Chimist de 1661.
où il démontrait les chimistes scolastiques avec une logique implacable. Ces notes, inédites jusqu'aux éditions complètes de Hunter en 2007, trahissent un doute théologique profond et tourmenté. Dieu, architecte corpusculaire suprême, ou alchimiste occulte, qui manipule les formes comme un marionnettiste divin. La pluie d'août battait les carreaux vitrés du manoir avec un tambourinement incessant et hypnotique comme des corpuscules en collision chaotique, un rythme qui berçait ses veilles solitaires. Son frère cadet, Francis Boyle, l'assistait parfois dans ses rituels nocturnes, portant les pinces de fer forgées ou mesurant les gouttes d'acide avec une pipette de verre soufflé. Mais Robert gardait les formules codées, en chiffres romains et symboles hermétiques, une peur viscérale de l'hérésie puritaine qui condamnait l'alchimie comme un pacte diabolique avec les forces infernales. Une ligne fine entre science pieuse et sorcellerie, punie par le bûcher comme le fut Giordano Bruno en 1600. Pourtant, une ombre planait déjà sur ses premiers feux, une ombre plus dense et toxique que les vapeurs du creuset, forgée par la santé fragile de Boyle, qui dès l'adolescence souffrait de migraines chroniques probablement dues à l'inhalation répétée de mercure et de vapeurs sulfureuses, des maux qui le pliaient en deux comme un corpuscule sous pression excessive. La matière guérit, ou empoisonne l'âme immortelle, confiait-il dans une entrée privée, plume hésitante après une crise qui le laissait prostré sur son lit de plume d'oie. La chambre imprégnée d'odeur de laudanum, cette teinture d'opium importée d'Orient pour apaiser les douleurs lancinantes. Ses promenades dans les jardins de Stalbridge, sous les ifs centenaires où les corbeaux croassaient des présages funestes comme des oracles païens, ne suffisaient plus à dissiper le brouillard intérieur. Ces allées gravillonnées, bordées de rosiers sauvages, où l'odeur douce amère des pétales fanés se mêlait à celle de la terre humide, offraient un répit précaire. Mais le jeune savant sentait déjà le poison de l'alchimie s'infiltrer dans ses veines, comme un gaz sylvestre invisible. La science est mon rempart contre le chaos de la guerre et de la peste. Confia-t-il à un journal intime relié de velours rouge, sous la lumière d'une chandelle qui goûtait sa cire blanche sur le bois patiné de la table, illuminant des esquisses hâtives de corpuscules sphériques en rotation perpétuelle. L'architecture élisabéthaine du manoir, tourelles crénelées dominant les plaines du Dorset, cheminées monumentales crachant des volutes de fumée comme des dragons apprivoisés, contrastait violemment avec le tumulte intérieur de Boyle. Un océan de doutes théologiques où la foi puritaine, imprégnée des sermons de son précepteur calviniste, luttait contre la tentation hermétique héritée des grimoires italiens. Envisionnez-vous à présent, dans les communs enfumés de Stalbridge, où le vent d'ouest porte le chant des rossignols perchés dans les haies sombres, Boyle rentrant de ses promenades vespérales, son creuset encore tiède sous le manteau de laine épaisse, un valet muet et fidèle. Thomas, l'attendant avec un souper frugal, composé de pain d'orge croustillant, rompu à la main, et de fromage affiné au lait de brebis. Un repas simple qui contrastait avec la richesse aristocratique de son père, mais nourrissait l'esprit affamé de découverte. Mais son repos est bref et agité. L'alchimie appelle dans l'ombre de la chambre, où la flamme d'une veilleuse de nuit vacille comme un corpuscule solitaire, projetant des reflets dansants sur les murs tapissés de tapisseries flamandes, représentant des jardins d'Éden perdus. Un rappel poignant de la chute originelle et de la quête alchimique pour restaurer l'innocence perdue à travers la transmutation de la matière vile en or pur. Car au-delà des flammes modestes qu'il allume dans son creuset de fortune, Boyle pressent déjà une révolution. Un feu intérieur qui consumera non seulement les métaux, mais aussi les chaînes de l'ignorance scolastique, illuminant un chemin périlleux où science et mysticisme se confondent en un labyrinthe d'ombres et de lumière.
menant à l'abîme d'une vérité qui pourrait bien dévorer l'âme du chercheur, comme le mercure ronge les chairs. Mais un maître mystérieux arrive d'Italie par les chemins secrets. Est un élixir sec, dégage une puissance interdite, prêt à enflammer les corpuscules d'Oxford dans une danse fatale. En 1654, dans le vacarme d'un laboratoire à Oxford, un savant de 27 ans inhale une vapeur toxique. Robert Boyle ressent-il l'esprit d'Helmont? Pourquoi ces expériences sur le gaz sylvestre, issu d'un traité secret, ouvrant-elles la porte à un chaos corpusculaire, comme un gaz invisible qui envahit l'âme et la déforme à jamais? Envisionnez-vous errant dans les cours pavés du Merton College, Oxford, ce printemps pluvieux de 1654, où l'air est lourd d'une humidité chargée de mousse et de pierres anciennes imprégnées des siècles, où les gouttières en plomb déversent un filet incessant d'eau grise sur les dalles usées. Les cloches de la chapelle gothique sonnent la nonne, un bourdonnement solennel qui résonne contre les façades crénelées du quadrangle, tandis que la pluie fine martèle les toits d'ardoise comme des corpuscules en chute libre. Un rythme hypnotique qui berce les esprits des savants confinés. Vous franchissez une arche ogivale, ornée de sculptures effacées par le temps, et entrez dans l'Officina Chimica, ce laboratoire improvisé aux murs de briques noircies par la suie, accumulé des fours à réverbères, où Robert Boyle, 27 ans, silhouette élancée aux traits pâles et ascétiques, marquée par l'éveil, en pourpoint de velours bleu nuit et chemise de lin fin brodée aux poignets, perruque longue poudrée de blanc, naissant pour masquer les cheveux clairsemés, collabore avec George Starkey, son assistant helmontien aux yeux fiévreux et aux mains tachées de produits chimiques, un émigré puritain venu des colonies avec des grimoires sous le manteau. Dans un carnet relié de vélin, sa plume incisive note avec une précision maniaque. Le 5 mai 1654, le gaz sylvestre, libéré du fer plongé dans l'acide sulfurique, s'élève en tourbillon invisible, principe vital ou poison lent qui ronge l'essence de la vie. Ce n'était pas une alliance fortuite, ni un caprice des circonstances de la guerre civile qui avait transformé Oxford en bastion royaliste assiégé. Mais une rencontre providentielle forgée dans le creuset des influences européennes que Boyle avait absorbées lors de son grand tour de 1648 à 1650. Genève avec ses théologiens réformés discutant de la providence dans les salons enfumés. Florence avec les Accademia del Cimento et leur pompe à air primitive qui simulait le vide cosmique. Venise avec ses marchands d'alambics et de secrets hermétiques chuchotés dans les gondoles sombres. Influencé par Jean Baptista van Helmont, ce flamand mystique et visionnaire dont Hortus Medicina de 1648 décrivait le gaz sylvestre comme un principe fermentescible et archétypique, issu de la combustion du bois de chêne. Un esprit sauvage qui, libéré par la distillation, pouvait guérir ou détruire selon la dose. Boyle testait rigoureusement cette hypothèse dans l'Officina. Un morceau de fer rouge plongé dans l'acide sulfurique concentré libérait un gaz incolore et inodore, mais suffocant quand concentré, odeur piquante et âcre comme un reproche puritain pour l'orgueil humain, piégé dans une vessie porcine gonflée comme un esprit captif luttant pour l'évasion. L'odeur âcre du vitriol fumant, corrosive et persistante comme un venin lent, emplissait l'air confiné du laboratoire, tandis que la flamme d'une lampe à huile de lin projetait des reflets dansants et menaçants sur les cornues de verre de Venise. Fragiles et iridescentes comme des âmes en sursis, ces instruments importés à grand prix par des caravanes depuis les fours de Murano. À 27 ans, isolé par les remparts d'Oxford, encore marqués par le siège parlementaire de 1646, où les canons de Fairfax avaient tonné contre les portes,
laissant des cicatrices de pierre éclatées et une atmosphère de suspicion éternelle. Boyle forgeait sa philosophie corpusculaire naissante. Les particules invisibles, assemblées par la main de Dieu, expliquent le gaz comme un tourbillon élastique et indestructible, défiant les formes aristotéliciennes comme le vide défie la plénitude. Ces notes, inédites jusqu'aux éditions complètes des Boyle Papers par Hunter en 2007, cartographiant le chaos gazeux avec une précision maniaque. Tableau de volume et de pression mesurés par une pompe à air bricolée sur le modèle de von Guericke, où V1P émergeait comme une loi divine, mais entrelacée à des observations helmontiennes cryptiques. Le gaz sylvestre, archéus de la fermentation. Peut-il, comme le sémence chaotique d'Helmont, transmuter le plomb en or par agitation corpusculaire? La pluie cessait par intermittence, laissant un silence oppressant, seulement brisé par le craquement du feu dans l'âtre de pierre taillée du laboratoire, où des bûches de chêne sec crépitaient comme des corpuscules en collision violente. Starkey, émigré puritain de Nouvelle-Angleterre, aux accents yankees et aux mains calleuses par les travaux manuels coloniaux, chuchotait des formules paracelsiennes apprises des grimoires de son maître, George Starkey père. Le SL fixe, principe du corps stable. Testons-le sur le mercure volatile pour voir si l'archéus s'éveille en alchimie chrétienne. Leur alliance, tendue par des divergences de foi, Boyle puritain modéré, Starkey millénariste radical, attendant l'apocalypse dans les gaz fermentescibles, produisait des élysirs ambigus, un mélange de salpêtre et de soufre, étincelant comme une étoile filante dans le flacon, libérant un gaz qui, inhalé, causait des visions fugaces de lumière corpusculaire, odeur sulfureuse et âcre comme un soufre infernal. Le déclic, ou l'illumination dangereuse, vint en automne 1654, lors d'une nuit sans étoiles où le silence d'Oxford était seulement troublé par le hurlement lointain des loups dans les forêts environnantes. Un écho primal, rappelant les forces chaotiques que Helmont attribuait au gaz sylvestre. En comprimant l'air dans un tube scellé par un piston de bois gainé de cuir huilé, Boyle observa avec une stupeur religieuse. Le gaz se liquéfiait sous haute pression, formant un liquide incolore qui, à relâchement, reformait son état gazeux avec une élasticité parfaite. Corpuscule vaincu par la force divine, mais résilient comme l'âme immortelle face à l'épreuve. Ses carnets noircissaient à vue d'œil. Schéma de tourbillon gazeux en spirale hélicoïdale, courbe de densité variant inversement avec le volume, une loi naissante qui préfigurait la loi de Boyle de Poul 662, mais déjà imprégnée d'une dimension mystique. Mais l'ombre helmontienne planait plus dense que les vapeurs du tube. Des expériences sur la fermentation, où un levain de pain au levain libérait un gaz sylvestre qui, inhalé en petites doses, causait des visions fugaces d'harmonie corpusculaire. Odeur fermentée, douceâtre et enivrante, comme un vin eucharistique corrompu. Mais en excès provoquait des suffocations qui laissaient Boyle prostré, questionnant Dieu ou démon dans ces tourbillons invisibles. Sa plume tremblait après une telle crise, traçant des marges noircies de doutes théologiques où la foi puritaine, nourrie des sermons de son précepteur à Eton, luttait contre la tentation d'un archéus immanent, une force vitale helmontienne qui rendait la matière presque autonome, un blasphème latent dans l'air qu'il respirait. La Royal Society naissante, fondée officiellement en 1660, mais déjà active dans les cercles d'Oxford depuis 1650, applaudirait ces expériences comme des piliers de la science nouvelle. Mais les secrets restaient, codés en abréviations latines et chiffres hébraïques. Une prudence dictée par la peur de l'Inquisition anglicane qui, sous Charles II restauré en 1660, surveillait les savants comme des sorciers potentiels.
Pourtant, une ombre plus sombre que les gaz sylvestres planait sur cette collaboration fertile. Une ombre forgée par la santé déclinante de Boyle qui, à 27 ans, souffrait déjà de migraines violentes et de palpitations cardiaques probablement dues à l'inhalation chronique de vapeurs toxiques. Mercure des amalgames, acide du vitriol, gaz sulfureux du fer dissous, des maux qui le pliaient en deux lors des nuits de veille, le laissant haletant sur le sol pavé du laboratoire. La chambre imprégnée d'une odeur de laudanum âcre. Cette teinture d'opium importée des Indes orientales pour apaiser les douleurs lancinantes qui irradiaient de son crâne comme des corpuscules en folie. La matière, passive et obéissante, ou rebelle, comme le gaz qui échappe au flacon, interrogeait-il dans une entrée privée, plume hésitante après une crise qui le laissait prostré sur son lit de plumes d'oie garnies de duvet de cygne. La chambre aux murs lambrissés, exhalant une atmosphère de sanctuaire profane. Ses promenades dans les jardins clos du Merton College, sous les allées de tilleuls centenaires où les mésanges babillaient des hymnes matinaux, ne suffisaient plus à dissiper le brouillard intérieur. Ces sentiers gravillonnés bordés de rosiers sauvages, où l'odeur douce amère des pétales fanés se mêlait à celle de la terre remuée par les jardiniers, offraient un répit précaire. Mais le jeune savant sentait déjà le poison de l'alchimie s'infiltrer dans ses veines comme un gaz sylvestre invisible et insidieux. Un archéus qui éveillait en lui des visions de transmutation non seulement des métaux, mais de l'âme elle-même. La science est mon rempart contre le chaos de la guerre, de la peste et des doutes hérétiques. Confiait-il à un journal intime relié de velours rouge sang, sous la lumière d'une chandelle de suif qui goûtait sa cire jaunâtre sur le bois patiné de la table d'études, illuminant des esquisses hâtives de corpuscules sphériques en rotation perpétuelle. Des atomes dansant une valse cosmique, orchestrée par une providence divine ou démoniaque. L'architecture gothique du Merton. Quadrangle clos aux arcades élancées, chapelle aux vitraux irisés, filtrant la lumière comme un prisme alchimique, contrastait avec le tumulte intérieur de Boyle. Un océan de doute où la foi puritaine, imprégnée des prédications enflammées de son précepteur à Eton sur la prédestination calviniste, luttait contre la tentation hermétique des grimoires italiens. Ces volumes, reliés en peau de veau, gravés de symboles kabbalistiques qui promettaient la maîtrise de la matière, comme une ascension vers Dieu. Envisionnez-vous la nuit descendante sur les toits d'Airdewas d'Oxford, où les lanternes à huile des gardes universitaires clignotent comme des étoiles captives dans le brouillard épais. Boyle veillant seul avec une vessie gonflée de gaz en main, son esprit vagabondant vers des tourbillons corpusculaires infinis qui défitent le vide et la plénitude. Un valet discret, apportant un bol de bouillon de bœuf clair pour restaurer les forces épuisées, s'éclipse dans l'ombre, laissant le savant à ses méditations fiévreuses. Mais le gaz appelle plus sombre, un principe sylvestre qui murmure des promesses de transmutation au-delà des métaux, vers l'âme même du chercheur. Mais un code alchimique s'ouvre comme un grimoire ancien, et une poudre blanche révèle un élixir maudit, prêt à enflammer les secrets d'un laboratoire condamné. En 1666, dans la fournaise d'un laboratoire londonien, un cristal blanc se dissout comme une âme en peine. Robert Boyle. Voit-il l'essence de la matière? Pourquoi cette expérience sur le camphre, codée dans un manuscrit secret comme un charme hérétique, ouvre-t-elle les portes d'un abîme philosophique? Où les corpuscules dansent avec les démons. Envisionnez-vous confiné dans les alcôves sombres et étroites de la Royal Society, au cœur de Londres, ce printemps étouffant de 1666, où l'odeur âcre de la grande peste de 1665 s'attarde encore dans les ruelles étroites et puantes comme un fantôme noir.
Les cloches de St. Paul's sonnent midi. Un glas étouffé et lugubre par la brume charbonneuse qui enveloppe la cité, comme un linceul, tandis que la Tamise charrie ses boues putrides et ses cadavres oubliés sous un ciel plombé de nuages bas et menaçants. Vous glissez dans une salle au mur, lambrissée de noyers polis par des ans de débats enflammés, où Robert Boyle, 39 ans, très émacié et creusé par les migraines chroniques qui le tourmentent comme un châtiment divin. En habit de brocart noir, brodé d'argent aux manches bouffantes et jabot de dentelle blanche immaculée, perruque longue poudrée de gris, naissant pour masquer les cheveux clairsemés par les vapeurs toxiques, dissèque un flacon de camphre brut sous la loupe grossissante de Robert Hooke, son rival microscopiste aux yeux perçants. Dans un brouillon inédit de Forms and Qualities, sa plume note avec une précision maniaque et presque obsessionnelle le 20 avril 1766. Le camphre, solide et translucide à l'air ambiant, dissous dans l'esprit de vin chauffé à 60 degrés, s'évapore en vapeur odorante, puis recristallise pur à refroidissement, essence intacte malgré la forme changée. Ce n'était pas une curiosité vaine, ni un divertissement mondain pour un fellow de la Royal Society, élu en 1663, au milieu des cendres de la peste, qui avait fauché un quart de la population londonienne. Mais une quête empirique, rigoureuse, pour démanteler l'aristotélisme des formes substantielles. Ces qualités sensibles qui, selon les scolastiques, définissaient l'essence des choses comme des étiquettes divines immuables. Influencé par les visions de Van Helmont sur la fermentation comme processus archétypique où la matière révélait son archéus intérieur, Boyle testait le camphre, cette résine exotique, importée des Indes orientales par les navires de la Compagnie des Indes, arrivés à Londres dans des ballots de soie et d'épices, qui, solide et cristallin à l'air, se dissolvait totalement en un liquide volatile et limpide lorsqu'immergé dans l'esprit de vin purifié, libérant une odeur camphrée et pénétrante comme un exorcisme olfactif, puis se reformait en cristaux plus fins et purs à la condensation, démontrant la conservation de l'essence au-delà des formes apparentes. L'odeur de l'alcool, flambant, chaude et éthérée comme un parfum angélique corrompu, emplissait l'air confiné de la salle, tandis que la flamme d'un bec Bunsen primitif, un tube de fer tordu alimenté par un bec à gaz naissant, projetait des reflets d'encens sur les alambics de verre soufflés de bohème. Fragiles et iridescents comme des âmes en sursis, ces instruments coûteux, achetés chez les apothicaires de Cheapside. À 39 ans, hanté par les ombres de la peste qui avait emporté 100 000 âmes en 1665, des charrettes grinçantes emportant les corps enveloppés de linceul dans les rues désertes, odeur de chair en décomposition, masquée par des bouquets de romarin, Boyle isolait ses corpuscules théoriques. La matière est passive et homogène. Dieu l'anime par des mouvements et agrégats invisibles, expliquant le CAM-FHRE comme un assemblage de particules sphériques qui, dispersées, se réassemblent par affinité divine. Ces notes, codées en chiffres romains pour masquer les détails alchimiques aux yeux indiscrets de la Royal Society, décrivaient la recristallisation avec une minutie presque sacrée. Poudre blanche de 2 onces, dissoute en 4 onces d'esprit de vin, récupérée, intacte après évaporation, plus brillante que l'original, comme purifiée par le feu. Mais l'ombre alchimique planait plus dense que les vapeurs du flacon. Comme l'or philosophe a le caché dans le plomb-vil, le camphre révèle l'essence par dissolution. Testons sur le mercure pour voir si l'archéus s'éveille. La lumière filtrant par les vitres à meneaux de la salle, ses fenêtres hautes et étroites aux vitraux opaques par la suie, illuminaient ses équations. Densité invariante malgré les formes changées. Une loi naissante qui défiait les qualités sensibles des aristotéliciens comme Galien ou Averroès. Hooke
Son rival microscopiste au lorgnon cerclé d'argent et à la voix acerbe, sceptique lors des réunions hebdomadaires. Illusion optique, Monsieur Boyle. Vos corpuscules sont des fantômes pour les yeux grossis par la loupe. Leur dispute, lors des sessions sous les lustres de cristal de Gresham College, résonnait comme des duels verbaux dans une arène savante, où l'odeur de tabac froid et de cire d'abeille planait comme un voile de rivalité contenue. Le miracle frappa comme une révélation pythienne. Le camphre, purifié par 3 cycles de dissolution, brillait d'une lumière plus vive, ses cristaux facettés capturant la flamme comme des diamants alchimiques. Transmutation, sans alchimie opérative, preuve que les formes sont accidentelles, l'essence éternelle. Triompha Boyle dans un brouillon, mais dans les marges noircies, un doute théologique lancinant. Ou magie divine qui mime l'or, test pour la foi puritaine. Ces nuits, agitées par le ronronnement des pompes à air bricolé dans la cave adjacente, exhalaient une solitude poignante. Un théolodanum pour apaiser les maux de tête qui pulsaient comme des corpuscules en collision, vus sur la Tamise tumultueuse où les barges chargées de charbon glissaient comme des ombres corpusculaires. En 1666, Origin of Forms and Qualities publia ses expériences, mais les détails alchimiques restèrent scellés. Peur de l'hérésie sous Charles II, roi anglican restauré qui surveillait les savants comme des sorciers potentiels. Envisionnez-vous la nuit sur la Tamise, où les lanternes des bateaux clignotent comme des corpuscules flottants. Boyle, flacon de camphre en main, pris pour guidance divine. Mais l'essence appelle l'or philosophal, mais un manuscrit helmontien surgit des ombres des librairies clandestines. Et une poudre blanche provoque une vision interdite, prête à enflammer l'âme en un incendie éternel. En 1675, dans le secret d'un laboratoire à York House, une poudre blanche s'illumine comme un feu follet. Robert Boyle décrypte Eutyl, un code alchimique ancestral. Pourquoi cette expérience sur la poudre de Starkey, gardée dans un manuscrit cipher comme un charme maudit? Risque-t-elle son âme puritaine en un pacte avec les forces invisibles? Envisionnez-vous tapis dans les caves voûtées et humides de York House, Londres. Ce hiver 1675, où l'odeur rance de la Tamise gelée s'infiltre par les soupiraux grillagés comme un poison lent. Les cloches de Westminster sonnent complies, un glas sourd et funèbre sous la neige fine qui étouffe les rues, tandis que le fleuve, figé en plaques de glace craquantes, reflète les torches des veilleurs de nuit. Vous descendez un escalier en colimaçon, aux marches usées par des pas furtifs, et trouvez Robert Boyle, 48 ans, silhouette voûtée par la goutte qui ronge ses articulations comme un acide interne. En robe de chambre de laine grise, doublée de fourrure de lapin, canne à pommeau d'ivoire, sculptée d'un serpent uréen, décodant un parchemin jauni avec George Starkey, son assistant aux yeux hallucinés par les visions millénaristes. La poudre blanche, une drachme dans l'Aqua Regia, transmute le cuivre en or apparent, note-t-il, plume tremblante sur un cahier codé en chiffres hébraïques. Ce n'était pas un caprice de savant oisif, un divertissement pour un fellow de la Royal Society hérité de la fortune de sa sœur en 1668. Mais une quête clandestine pour l'or philosophael, testée dans le laboratoire secret de York House, manoir élisabétain au bord de la Tamise avec ses caves voûtées idéales pour les fumées toxiques. Influencé par Starkey, émigré alchimiste de Nouvelle-Angleterre, formé au secret paracelsien, Boyle essaya. Cuivre dissous en Aqua Regia fumante. Addition de la poudre blanche. Odeur sulfureuse et étincelante comme un soufre infernal. Le métal se couvrant d'un voile doré. L'odeur âcre du métal fondu, chaude et métallique, emplissait l'air, tandis que la flamme de forge projetait des ombres sur les murs humides de briques. À 48 ans, rongé par la goutte,
crise lancinante, probablement dues au mercure des expériences. Boyle codait ses formules, chiffres pour quantité, symboles pour principe. La poudre, Archéus Elmontien, guérit-elle la chair ou damne l'âme? Ces notes, décryptées par principe, décrivent « cuivre devient doré, mais impur au feu, illusion ou miracle ?» Dispute avec Locke, son exécuteur testamentaire, censurer les hérésies alchimiques. Le déclic, la poudre purifiée, transmuta un échantillon en or testable. Miracle corpusculaire, mais doute ou illusion satanique. Nuit bercée par le tic-tac des horloges, odeur de vin médicinal. Envisionnez-vous la nuit sur la Tamise gelée, où les lanternes tremblent. Boyle, poudre en main, prie pour absolution. Mais l'or appelle le diable. Mais un Cypher Seber hisse comme un charme rompu, et un élixir toxique que provoque une vision apocalyptique, menacant. L'équilibre de son univers intérieur. En 680, dans l'isolat d'un bureau à London, un traité secret s'ouvre comme un grimoire. Robert Boyle confronte-t-il l'athéisme par l'alchimie? Pourquoi ces notes inédites sur le tract aboutent athéisme, codées en chiffres comme un pacte diabolique, révélant-elles un abîme théologique où les corpuscules nientent le Créateur? Envisionnez-vous confiné dans le cabinet de Boyle à York House, automne 1680, où l'odeur de feuilles mortes se mêle à celle du mercure volatile. Les cloches de la City sonnent vêpres, un tintement étouffé par le brouillard épais. Vous ouvrez un coffre fortifié en fer clouté, où Robert Boyle, 53 ans, goûteuse et voûtée, en chemise de nuit de lin fin, bonnet de nuit de coton, relit son traité. Corpuscule, prouve Dieu, ou le nien comme un vide hobbesien. Ce n'était pas une crise de foi passagère, un doute fugace dans la nuit puritaine, mais une confrontation existentielle forgée par la maladie. Rongé par la goutte, Boyle compilait son Atlas, 141 volumes de manuscrits, dont un traité sur l'athéisme inédit jusqu'à Hunter. Influencé par Hobbes, il défendait « L'alchimie montre la providence. Les corpuscules dansent par décret divin. » L'odeur de parchemin moisi, séché par des siècles, emplissait l'air tandis que la chandelle projetait des ombres sur les pages codées en abréviation latine. À 53 ans, isolé par la restauration de Charles II, Boyle testait des élixirs pour guérir, mais vision hérétique surgissait. La transmutation, illusion, athésie sans Dieu, note, gars sylvestre, âme matérielle, blasphème, dispute avec Birch, son biographe, censurer les passages occultes, le déclic, un élixir, bu pour la goutte causa vision, Dieu dans les corpuscules ou néant hobbesien, mais peur ou vide éternel, nuits agitées par le tic-tac, odeur de vin médicinal âcre. Envisionnez-vous la nuit londonienne où les lanternes vacillent dans le brouillard. Boyle, traité en main, prie frénétiquement. Mais l'athéisme alchimique rôde comme un gars sylvestre. Mais un Dichuk s'exécute après sa mort. Et les vestiges du laboratoire révèlent un secret toxique, un héritage qui maudira ses disciples. En 1691, dans le froid mortel d'un lit à London, un savant expire en murmurant. C'est un manuscrit survivant elles à la mort, où les vestiges chimiques maudissent-ils son legs comme un gars sylvestre éternel. Envisionnez-vous au chevet de Boyle, à Pall Mall, décembre 1691, où l'odeur de l'odanum se mêle à celle de la cire fondue. Les cloches de St. James sonnent minuit. Un glas funèbre soulage-les. Robert Boyle, 64 ans, émacié par le mercure, en chemise de nuit de lin, murmure à Locke. Burley les hérésies alchimiques. Garde les vérités corpusculaires pour la gloire de Dieu. Ce n'était pas une fin apaisée, un trépas serein dans la foi puritaine,
mais un legs empoisonné. Dishuk, depuis le 691, léguait ses papiers à Locke, 141 volumes de 8 millions de mots, dont Alchimie codée exhumée en 2012 lors des fouilles de l'Officina Chimica à Oxford. Résidus de mercure et soufre toxiques analysés par spectrométrie. L'odeur de terre humide lors des fouilles, lumière des torches dansant sur les tessons de corps nus. À 64 ans, rongé par le poison des expériences, Boyle dictait ses dernières volontés. La matière prouve Dieu par ses corpuscules ordonnés. Obsèques nationales à Westminster. Cercueil sous voûte gothique, odeur d'encens et de terre. Enterré à St. James, crypte froide de marbre. Envisionnez-vous la procession, foule en deuil sous la neige. Son legs, loi des gaz, mais ombres alchimiques entend la chimie moderne. Une formule secrète fut décryptée après des siècles. Dans un carnet oublié, Boyle avouait « La poudre n'est pas or, c'est l'âme volée à Dieu et à moi avec. Si ce récit vous a captivé, découvrez d'autres mystères historiques en vous abonnant et en partageant vos réflexions. »